bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce 3e épisode de l'AFC Corner, le podcast du football asiatique de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme d'habitude, et je le répète à chaque podcast, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, etc. Vous êtes toujours plus nombreux à relayer nos différents podcasts et à nous donner des retours positifs. Et encore une fois, merci beaucoup. Aujourd'hui, l'on vous emmène en Chine, histoire d'en savoir un peu plus sur deux sujets. Une nouvelle règle impactant la titularisation des étrangers, ainsi que le transfert de Cédric Bakambu, qui pourrait bien faire office de jurisprudence pour contourner les tentatives de régulation du marché des transferts par la CFA, la fédération chinoise. N'allons pas trop vite, chers amis, prenons notre temps et penchons-nous d'abord sur les petites brèves de la balle orientale. Nous vous en avions déjà parlé lors du dernier AFC Corner, la Coupe d'Asie U23 a rendu son verdict, sacrant finalement l'Ouzbékistan aux dépens du Vietnam de buts à 1. Une finale qui aura attendu le bout du bout pour se décider puisque Sidorov a délivré les siens à la 120e minute. Tout vient à point, à qui sait attendre. L'Ouzbékistan qui perd en revanche le Pakhtator Tashkent en play-off de Ligue des Champions sorti par les Qataris d'Al Gharafa, mais voit le FC Nazaf rejoindre le Lokomotiv Tashkent en phase de poule en pliant les Jordaniens d'Al Faisaly 5 buts à 1. Il n'y aura pas eu de surprise lors de cette dernière phase préliminaire, lors de laquelle les favoris ont fait valoir leur supériorité. Les Chinois Tianjin Qianjiang et Shanghai Saipeji, le japonais Kashiwa Reysol, le coréen Suwon Blue Wings, l'iranien Zob A1, le qatari Al Gharafa et l'émirien Al Ain accompagnent donc le FC Nazaf. Encore une fois, et comme d'habitude, veuillez me pardonner si j'écorche les noms, mon accent n'est pas forcément optimum. Les premiers matchs de groupe débuteront le 12 février prochain, la FC Corner se réserve ce gros morceau pour le prochain épisode, promis, juré. Chez les koalas, pour changer de mascotte un peu, le Sydney FC continue de rouler sur la concurrence et compte désormais 12 points d'avance sur les Newcastle Jets, tenus en échec par Melbourne City lors de la dernière journée. Ces derniers, ainsi que leurs rivaux du Melbourne Victory, sont toujours aussi confortablement installés aux places de qualif pour les playoffs, à l'instar d'Adelaide United. Le dernier strapontin est rattrapé par le Brisbane Roar de l'ami Botea qui se refait un peu la cerise. Mais les vraies bonnes nouvelles pour les Australiens concernent la sélection. D'abord, Tim Cahill a enfin trouvé un point de chute, il s'agira de Millwall, le fameux club londonien qui évolue actuellement en Championship anglaise. Ensuite, les Socceroos sont enfin un nouveau sélectionneur en la personne de Bert van Marwijk. Enfin, un rebond pour les kangourous. Ah mince, j'avais dit que je changeais d'animal. Bon, passons. En Iran, Esterlal a choisi le Qatar comme pays neutre pour accueillir les Saoudiens d'Al Hilal en Ligue des Champions, et l'on pense que le Tractor Sazi lui emboîtera le pas. Mais pourquoi donc jouer sur un terrain neutre, me demanderez-vous avec un air légèrement intrigué teinté d'une soif de connaissance fort mal dissimulée? Eh bien tout simplement parce que l'Arabie Saoudite refuse catégoriquement que ses clubs voyagent en terre perse pour des raisons diplomatiques que je n'ai ni les compétences ni le temps de vous expliquer ici. L'AFC avait pourtant bien stipulé dans ses régulations de 2018 que Qataris, Saoudiens, Émiriens et Iraniens devaient s'entendre pour ne pas laisser les querelles extrasportives s'immiscer dans la compétition. C'est râpé. En championnat, Persepolis mène la danse loin devant le Foulad Khouzestan et Zob Ahan, respectivement distancés de 15 et 16 points. Aussi l'on connaît le premier finaliste de la Coupe Avzi, il s'agit de Esterlal justement qui a disposé 2 buts à 1 de Sanat Naft. L'autre demi-finale opposera le 9 mars prochain le Esterlal Khouzestan au Koune B Koune. J'étais un peu surpris, il ne voulait même pas discuter avec moi au sujet du contrat, comme si j'étais le plus mauvais joueur de l'équipe, a déclaré Dejan Damjanovic à propos de son départ du FC Séoul pour le rival Suwon. Nous en avions parlé lors du tout premier AFC Corner. Les histoires d'amour finissent bien mal en général.
Signalons pour finir que la Corée du Sud a joué 2 amicaux non officiels, au regard de la FIFA en tout cas, se privant donc de la présence des joueurs évoluant en Europe. Le 27 janvier, les guerriers Taegouk disposaient de la Moldavie 1-0, puis se sont heurtés à la Jamaïque le 30, concédant le nul 2 buts partout. Partons maintenant sans plus attendre pour l'Empire du Milieu où la CFA n'en finit plus de tenter de réguler les manœuvres de ces coquins de clubs. Et quand il s'agit de parler de la Chine, on accueille Monsieur Sébastien Lucas. Comment vas-tu, Sébastien ? Bonsoir à tous. Bah écoute, ça va et toi, Simon? Ça va très bien, écoute, des jours pluvieux ici à Belles Horizons, c'est les pluies tropicales estivales qui annoncent le carnaval. C'est un bon côté quand même. Ouais, bah écoute, ici on a froid. Franchement, il fait assez froid, mais bon, ça va. On n'a pas la pluie, donc on va pas se plaindre. Je crois que nos auditeurs vont finir par se marrer parce que systématiquement en introduction, je vous parle de météo, on dirait la concierge. Mais bon, ma foi. Donc comme je le dis souvent, du coup, après cette petite introduction météorologique, nous ne sommes pas là pour parler de la pluie et du beau temps, on est là pour parler Chinese Super League. Et je voulais évoquer avec toi, puisqu'on est là, on est encore dans la trêve, hein, le championnat n'a pas encore repris, mais je voulais évoquer avec toi certaines nouvelles règles, parce qu'on sait, on l'a appris, tu nous l'as dit plusieurs fois, le championnat chinois est extrêmement régulé au niveau des effectifs, contrairement à ce qu'on croit de l'Europe. Hein. Et il y a une nouvelle règle, il va y avoir des nouvelles règles qui vont entourer ces effectifs, qui vont encore un petit peu plus chambouler les arrivées de joueurs étrangers. Est-ce que tu peux nous expliquer cette nouvelle règle ? Alors, depuis le 1er janvier 2018, la CFA a décidé de mettre en place des nouvelles règles concernant les quotas d'étrangers. On passe de 6 joueurs qu'on pouvait enregistrer dans l'effectif pour les étrangers, on passe à 4, dont 3 maximum titulaires par match. Déjà, ça va réduire grandement les possibilités de recrutement des joueurs étrangers. Et en plus de ça, la CFA a créé a amélioré sa règle pour les joueurs U23. Alors quand je dis améliorer, en fait, ils pensent avoir amélioré, mais ça va poser d'autres problèmes. C'est-à-dire que avant, on devait avoir un joueur U23 minimum sur la feuille de match. On a vu l'année dernière que c'était pas vraiment respecté. Enfin, c'est respecté, mais le joueur lui-même contourné. Il y avait des feintes, quoi. Ouais, c'était contourné. En fait, il contournait le système, c'est-à-dire qu'il le mettait sur le terrain, il le mettait sur la feuille de match. Il jouait, on a eu le record, je crois que c'était 4 minutes. À la 4e minute, il faisait un changement et il faisait rentrer un joueur plus expérimenté ou un étranger. Donc cette année, il y a une obligation d'avoir un joueur qui participe à toute la rencontre, plus, et c'est là que c'est assez alambiqué, c'est-à-dire que le nombre de joueurs U23 sur le terrain doit être égal ou supérieur au nombre de joueurs étrangers présents sur la feuille de match. C'est-à-dire que si tu fais jouer 2 joueurs étrangers, ben tu auras forcément 3 joueurs U23 sur la pelouse, c'est-à-dire un joueur obligatoire tout le match, plus 2 joueurs U23 qui couvriront le quota de joueurs étrangers. Si tu as 3 joueurs étrangers, il te faudra 3 joueurs U23 plus le U23 qui reste tout le match. Ce qui est assez ennuyeux pour les joueurs qui ne sont pas U23, c'est-à-dire les joueurs qui ont 24 jusqu'au plus vieux qu'il y a dans la ligue, ça doit être 37 ans ou 38 ans, qui eux voient leur valeur baisser et leur temps de jeu réduit comme peau de chagrin par rapport au fait que les étrangers et les U23 vont être appelés plus en équipe première, mais pas par rapport à leur valeur, surtout pour les U23, par rapport à un joueur confirmé. Le joueur confirmé risque de se trouver sur la touche parce que il y a besoin d'avoir le quota U23 sur le terrain, ce qui est vraiment très dommage. En proportion, les joueurs étrangers qui sont dans les effectifs, ils sont vraiment tout le temps titulaires ou c'est pas forcément une évidence? Alors on va dire que pour les
Enfin, c'est vraiment une obligation en fait, parce que les joueurs étrangers, surtout au poste de arrière central et les trois quarts, c'est des buteurs, sont vraiment indispensables car le niveau des buteurs chinois est vraiment largement en dessous de ce qu'on pourrait avoir par exemple au Guangzhou Evergrande. Le seul buteur qui est de classe nationale et peut-être internationale qui pourrait jouer éventuellement en Europe, c'est Gaolin et qui est bien en dessous de ce qu'apporte Ricardo Goulart ou alors Alan. On va dire pour Hebei et Roissy Singfu, c'est il y a Lavezzi, il y a Gervinho. Le seul attaquant qu'ils ont, c'est Dong Xuesheng, qui est un attaquant doit avoir 25-26 ans, mais qui est grand, mais qui n'est pas à droit de ses pieds. C'est en défense centrale, il y a forcément les petites équipes du style Henan Jianye ou Chansing Lifan qui avaient un défenseur central parce que t'as le défenseur chinois et le défenseur central européen ou sud-américain qui a plus d'expérience et qui est plus physique et qui va combler les lacunes du défenseur chinois qui a des problèmes de concentration ou des choses comme ça. Ça va être vraiment sur ça que va jouer les équipes, mais avec le quota, ça va être difficile de jongler. Là, donc du coup, à court terme, en effet, les joueurs au-dessus de 23 ans chinois vont en pâtir. Donc j'imagine une partie peut-être des cadres de la sélection chinoise actuelle, non? Franchement, je pense que la sélection chinoise actuelle, elle est quand même assez vieillissante. C'est environ 28 ans ou 29 ans de moyenne d'âge. Le plus vieux, alors Zheng Zhe, il a dit qu'il allait s'arrêter. Il a 37 ans, mais il a aussi dit son contraire en disant que si Lippi continue à l'appeler, il se tiendra à disposition de l'équipe nationale. Après, il n'y a pas assez de renouvellement dans l'équipe nationale et les joueurs U23 qui seront sur le terrain, je sais pas. Franchement, l'équipe nationale actuelle, ils ont besoin de renouvellement, mais malheureusement, les U23 qu'il y a, ça risque de faire baisser plutôt le niveau de la Super League. Et dans ce cas-là, on verra pas forcément les U23 émerger pour aller en équipe nationale. C'est par exemple. Parce que le but avoué quand même de cette nouvelle règle, c'est de former des U23 pour l'avenir. Donc c'est plutôt une pensée à moyen long terme et notamment en vue d'un éventuel accueil de la Coupe du Monde de 2026, c'est ça? 2026? Oui, enfin, il faut pas se le cacher, c'est 2026 ou 2030 ou 2034. Enfin, quoi qu'il arrive, ça va arriver. Il y a pas, quoi qu'il arrive, ça va arriver en Chine, moyennant des gros chèques, mais ça va se faire. Déjà, le premier objectif, ça va être Tokyo 2020 avec les U23 qui sont actuellement l'équipe U20, qui ont pas eu une grande réussite jusqu'à présent. Après, pour la Coupe du Monde, il faut qu'ils se basent sur les U15 de maintenant, sur les U15, U17, parce que sinon, s'ils se basent sur les U23 de maintenant, ça va être très compliqué. Et comme chaque année, les règles changent, ça pose un problème de stabilité. Les joueurs qui ont plus de 24 ans, il y en a qui pensent à arrêter le foot alors qu'ils ont tout donné pour en arriver là. Et leur valeur mercantile et au niveau du contrat, ça a quasiment moins de valeur qu'un joueur qui a joué que quelques matchs, mais comme il est U23 et qu'il a des quotas, ça rapporte des sous. Il peut négocier mieux son contrat. Après, est-ce que ça va aider la sélection à terme? Je l'espère. Ce qui aiderait vraiment grandement la sélection à terme, c'est qu'il y ait des joueurs chinois qui jouent en Europe et qui puissent atteindre un niveau correct en Europe. Actuellement, c'est pas vraiment le cas. Est-ce que du coup, on peut considérer que c'est clairement un aveu de faiblesse de la part de la fédération chinoise par rapport à la génération actuelle, celle dont tu parles, les plus de 24 ans à 30 ans, c'est une façon de leur dire, bon, pour vous, c'est raté, on va essayer de former les plus jeunes. C'est un peu ça qu'on a comme sentiment. Exactement, c'est vraiment dommage parce que il y a des joueurs qui ont entre 24 et 30 ans, ils ont vraiment du potentiel. En plus, ce qui se passe beaucoup en Chine, je pense que Baptiste pourrait être d'accord. Pour la Corée, c'est la même chose, c'est-à-dire que il y a les trois quarts des clubs, que ça soit de Super League, China League 1 ou China League 2, ou même en amateur,
pour avoir parlé avec un dirigeant d'un club amateur, c'est on fait jouer les joueurs âgés, d'abord en priorité avant les U23. Alors la CFA, enfin la fédération, essaie de forcer la main au club, car on voit en Europe, tu as des joueurs qui ont 18, 19, 20 ans qui explosent, et tu as même des clubs où t'as la moitié des joueurs qui ont moins de 20 ans ou moins de 22 ans, comme Monaco l'année dernière ou il y a 2 ans. La fédération essaie de reproduire cette chose-là, mais je pense que c'est de façon maladroite, car ça va démotiver les joueurs qui ont plus de 23 ans et ça va baisser, je pense, le niveau de la ligue, parce que les joueurs de moins de 23 ans qui sont actuellement dans les clubs ont joué soit en réserve, soit ils ont été prêtés dans des clubs de China League 2 ou de China League 1 dont le niveau est encore bien inférieur à la Super League. Et je vois pas trop comment on peut améliorer le système si on trouve pas un équilibre, mais tout se fait soit à la fédération, soit au niveau des clubs qui doivent un peu s'inspirer de ce que se fait dans les clubs européens, c'est-à-dire donner la chance aux joueurs de moins de 23 ans, même aux joueurs de moins de 20 ans, parce que si tu les fais pas jouer en Super League, tu peux pas connaître vraiment leur potentiel, parce que jouer en équipe réserve, les niveaux des équipes réserves, c'est même pas du niveau CFA en fait, pour certains matchs. Du niveau CFA français, enfin pas CFA. Oui, niveau CFA français, la Nationale 3, ça peut être National 3, c'est même pas de niveau National 3, et c'est quand tu vois les matchs de préparation de ces équipes-là, ou même les matchs de championnat. J'ai assisté à des matchs de championnat de China League 1 et je regarde les matchs qui se passent dans mon district. Il y a des matchs, c'est le même niveau, quoi. Et si tu les fais jouer les U23 là-dedans, sans les faire affronter le haut niveau, tu n'arriveras jamais à les faire progresser, quoi. Et une dernière question sur ce point-là, comment cette nouvelle règle elle a été accueillie par les staffs des clubs pro, je pense notamment à tous les d'entraîneurs étrangers un peu de renom. Alors moi, ce que j'en ai parlé avec mes collègues qui tiennent le meilleur site d'information de foot chinois sur internet, pour pas faire de pub, Wild East Football, cherchez sur Google. J'en ai discuté avec eux et effectivement, t'as pas le choix. Tu vas être, en fait, la CFA, elle fait ça, mais en fait, on se demande comment les entraîneurs étrangers vont réussir à contourner le système, parce qu'il y a toujours une faille dans le système. L'année dernière, la faille, c'était on t'imposait un joueur, au bout de 4 minutes, tu le sors, tu fais rentrer un autre joueur. Maintenant, on se demande comment ils vont contourner le système, et je pense qu'ils vont réussir à trouver la faille. Je sais pas encore comment, mais les entraîneurs étrangers, forcément, c'est une épine dans le pied, parce que tu t'attends pas à te retrouver à être bloqué comme ça, en sachant qu'il y a des effectifs où les joueurs U23 c'est du niveau c'est du niveau district, quoi. Et alors que tu as des joueurs qui sont de niveau Ligue 2 voire Ligue 1 milieu de tableau. Du coup, c'est beaucoup d'écart et je vois pas comment ils vont réussir à combler cet écart en si peu de temps. Ça tombe bien que tu parles de contourner le système et de trouver une faille, parce que du coup ça m'amène une transition parfaite avec le deuxième point que je voulais aborder avec toi, c'était le transfert de Bakambu, qui peut peut-être faire jurisprudence, parce que comme tu nous l'avais déjà expliqué dans des podcasts précédents, le système de transfert chinois, qui est beaucoup vilipendé en Europe, boubou, les mauvais Chinois qui nous achètent nos vedettes à grands coups de billets, etc. Comme si nous on faisait pas la même chose avec l'Afrique et l'Amérique du Sud. Le système chinois faisait que pour telle somme versée lors d'un transfert, le club devait payer l'équivalent en taxes. Tu me veux bien, c'était à peu près ça. Et donc ça limitait quand même assez les transferts faramineux de grandes vedettes. Mais il se trouve que Bakambu a été acheté à prix d'or à Villarreal par Beijing One, c'est ça? Oui, oui. Et il aurait du coup payé une partie de lui-même, une partie de sa clause de transfert. Lui-même, voilà, c'est ça tout le truc, c'est a priori une tierce personne, lui a passé l'argent pour payer en son nom, et du coup on se dit, est-ce qu'ils auraient pas trouvé un moyen de contourner cette fameuse règle qui
tendait à réguler le marché des transferts chinois. Alors justement, pour Cédric Bakambu, alors c'est un imbroglio un peu juridique, c'est-à-dire que effectivement, si un joueur étranger est acheté plus de 5,9 millions d'euros, le club, s'il n'est pas déficitaire sur le bilan précédent de la saison précédente, n'a pas besoin de payer de taxes supplémentaires. Par contre, s'il est déficitaire, ce qui est à peu près probable pour à peu près 99,9% des clubs chinois, le club doit payer une taxe de 100%, c'est-à-dire que si tu payes un joueur 10 millions d'euros, tu vas devoir payer 14 millions d'euros parce que tu as droit aux 6 millions d'euros où tu ne payes pas la taxe et plus le prix du transfert. Du coup, Beijing Guoan apparemment a fait appel à une société tierce ou une tierce personne pour verser les 40 millions d'euros, alors soit aux joueurs directement, soit à la fédération espagnole, à la Liga plutôt, pour libérer Bakambu de son transfert. Là où c'est assez bizarre, c'est que le club de Beijing Guoan a quand même publié en disant qu'il n'avait aucune idée du transfert de Bakambu, qu'il n'y avait rien d'officiel. Le joueur a déjà joué des matchs amicaux et inscrit des buts avec sa nouvelle équipe. Apparemment, ils sont en négociation avec la fédération chinoise pour négocier et leur faire comprendre que ils n'ont pas versé d'argent pour le transfert, que ça a été fait auprès de la fédération et donc ça ne peut pas être considéré comme un transfert auprès d'un club. Donc il n'y a pas de versement à un club et donc pas de taxe. Et apparemment, il y aurait eu une entente sur une exonération de la taxe ou quelque chose qui s'en approche. Et c'est toujours, il y a toujours rien d'officiel pour le moment du côté, mais c'est si la fédération considère que Beijing Guoan est exonéré de cette taxe-là en faisant cette magouille entre guillemets, ça ouvre c'est comme on dit, c'est la fenêtre ouverte à toutes les portes ou la porte ouverte à toutes les fenêtres. La porte ouverte à toutes les fenêtres, c'est ça. Donc c'est le début, ça pourrait permettre de contourner, mais quand on voit certaines équipes et certaines annonces un peu farfelues dans la presse comme Aubameyang, 80 millions plus, si quelqu'un paye 80 millions, ça veut dire qu'il payera 74 millions en plus, et en fait on s'aperçoit que c'est juste de la spéculation ou pour mettre la pression sur les clubs pour des revalorisations salariales. Et surtout la presse occidentale, le problème qu'elle a, c'est que elle se focalise trop sur des chiffres et elle ne connaît pas assez la situation des transferts et des quotas en Chine. Et tous les jours ou toutes les semaines, on voit 10 personnes qui vont signer à Guangzhou Evergrande, 10 personnes qui vont signer à Shanghai SIPG, 10 personnes qui vont signer à Tianjin Quanshan. Parce qu'en fait, ils n'ont pas la notion de quota comme en Europe. Il n'y a pas de notion de quota pour les joueurs européens ou pour les Sud-Américains parce que les trois quarts ont des doubles nationalités. Et du coup, ça pourrit un petit peu le fil sur Twitter ou même dans le fil d'actualité sur les réseaux sociaux et sur les médias occidentaux. Et tout ça pour dire que on n'aura pas plus d'étrangers, il y aura pas plus de superstars qui vont venir en Super League. Mais c'est vrai que l'affaire de Bakambu peut amener mais ça sera amener d'autres joueurs avec la clause libératoire. Mais je vois pas qui d'autre comme club pourrait payer autant d'argent à part Shanghai. Mais Shanghai est bloqué par Oscar pour encore 3 ans, qu'ils ont payé 60 millions, Hulk pour encore 2 ou 3 ans. Et ils ont l'air d'expliquer, donc il n'y a pas de raison qu'ils bougent. Oui, tout le monde, et en plus ils vont jouer la Champions League, donc ils préfèrent la stabilité en fait, la politique actuelle des clubs, après avoir flambé beaucoup et que ça leur a coûté beaucoup d'argent. Maintenant, pour éviter de se faire taper sur les doigts par le gouvernement et par la fédération, ils s'appuient sur leurs joueurs
étrangers, ils ne veulent pas les laisser partir. On a vu le cas de Hernanes qui était à Sao Paulo et qui a été rappelé d'urgence et ils n'ont voulu rien savoir sur la volonté du joueur de rester à Sao Paulo. On a eu d'autres cas comme ça de joueurs qui ont été rappelés comme comment il s'appelle, Oscar Romero qui était à Alaves et qui a été récupéré par Shanghai Shenhua. Voilà, ils s'appuient sur ce qu'ils ont déjà consommé et puis à la fin des contrats, soit ils prolongent comme l'avait dit, soit ils envoient leurs joueurs en prêt s'ils sont hors quota de joueurs, c'est-à-dire que s'ils ont plus que 4 joueurs étrangers, le 5e joueur étranger qu'ils ont dans leur effectif, hop, il part en prêt. Mais ils lâcheront pas les joueurs, ils vont pas les brader. Très bien, d'accord. Bah écoute, petite question quand même aussi, là pour l'instant les équipes sont en préparation. D'ailleurs, Bakambu est toujours en Espagne puisque c'est en Espagne la préparation de son club, il me semble, ou au Portugal. C'est au Portugal. Portugal, donc pas loin. Quand est-ce qu'elle reprend cette Chinese Super League? Alors, le coup d'envoi, la cérémonie d'ouverture, ça sera le 3 mars 2018 avec le premier match, cherchez l'erreur, le 2 mars 2018, le vendredi 2 mars 2018 à 12h35. Très bien, et on a déjà les favoris habituels. Hein. J'imagine que Guangzhou Evergrande est toujours candidat à sa propre succession. Shanghai Saipeiji est dans la course. Alors de ce point de vue-là, on n'a pas d'apparition de nouveaux. Franchement, je pense pas, à part. Alors, mon collègue serait peut-être pas d'accord avec moi, mais en fait, si tu veux, il y a un club, ça nous a tous étonnés, c'est qu'il y a un club avec de la stabilité, chose qui n'est jamais arrivée d'une année sur l'autre, c'est le Shanghai Shenhua, qui l'année dernière a fini 11e et qui a gardé un effectif similaire à l'année dernière, à part notre ami l'hologramme Carlos Tevez, qui lui est parti rentrer à Boca. Ils ont récupéré Moreno est resté, ils ont la même ossature que l'année dernière, donc contrairement aux autres années où ils avaient fait venir des joueurs qui n'arrivaient pas à s'adapter, on a bon espoir que ça se passe bien. Il y a Pékin, donc Beijing Gohan avec l'arrivée de Bakambu qui va être associé à Renato Augusto et Soriano. Donc si la mayonnaise, si ça se passe bien, ça risque d'être pas mal. Sauf que Beijing a besoin d'un défenseur central et ça ils ont pas encore. Après il y a Hebei qui va profiter de pas jouer la Champions League pour essayer de monter sur le podium cette fois-ci. Et après il y a le point d'interrogation, je dirais, c'est Tianjin Teda qui a évité la relégation l'année dernière et qui ont récupéré un super attaquant de Corée du Sud, Jonathan, qui jouait l'année dernière à Suwon. Et apparemment, Baptiste pourra nous en dire plus, mais là, les matchs de préparation, il a flambé pendant tous les matchs de préparation. Donc, c'est vraiment une interrogation. On va voir avec la saison qui arrive. Très bien, Sébastien. Eh ben, écoute, du coup, on va se retrouver pour faire des points sur la Chinese Super League. Merci beaucoup. De rien, hein. Obrigado. Siessier. Ouais. Parfait. C'est ça? Ouais, c'est parfait. Je progresse. Bonne soirée à toi. Bye bye. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 3e émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'AFC Corner. Salut les amis!